Merci, messieurs les présidents et mes chers collègues, amis sénégalais de la région et français, de me permettre de présenter quelques généralités sur les outils nouveaux, performants, que sont les tests de diagnostic rapide, solution qui apparaît actuellement comme incontournable dans les zones les plus défavorisées. Je me permettrai rapidement de présenter quelques caractéristiques sur ces tests de diagnostic rapide, ou TDR, en laissant rapidement la place à mon collègue et ami le professeur Oumar Gaye, qui développera un des axes les plus démonstratifs dans l'utilisation des tests pour le diagnostic et le suivi du paludisme, tant individuellement que pour sa surveillance épidémiologique, ou sur les efficacités thérapeutiques antipaludiques. Voilà. Je reviendrai un petit peu sur une notion qui nous a été présentée ce matin par le professeur Dumas. La clé du problème en santé, c'est quand même le malade. Et que le diagnostic n'est qu'un examen complémentaire assurant la liaison entre une évocation clinique plus ou moins précise, selon la capacité du médecin ou de l'équipe médicale, et un accès possible aux soins, accès possible économiquement et géographiquement aux soins de qualité. Et le diagnostic biologique dans un environnement difficile nécessite la mise au point de nouveaux outils utilisables sur des prélèvements classiques, le sang, les selles, etc., mais des prélèvements, j'allais dire, de terrain. Les TDR, ces tests diagnostiques rapides, sont des examens complémentaires rapidement accessibles géographiquement et économiquement in situ. En tout cas, c'est le but. Ce n'est pas un examen rapide, diagnostique, mis au point pour des laboratoires très sophistiqués. Alors donc, c'était simplement ce rappel. Nous nous plaçons dans le diagnostic biologique entre le malade, souvent dans un contexte, un environnement bioclimatique où le test est très élaboré et difficile à mettre au point, et sa prise en charge, avec toujours, et malheureusement, l'accès aux soins qui n'est pas assuré toujours parfaitement. Et on essaie d'optimiser le traitement par des diagnostics qui évitent des traitements systématiques inutiles. Alors, les tests diagnostiques rapides sont des tests qui sont immunochromatographiques ou biochimiques. Je ne sombrerai pas dans la manière dont sont construits ces tests, mais sur leur utilisation et sur les limites et avantages de ces tests-là. Ces tests dits rapides correspondent-ils à l'objectif? Est-ce que ce sont des mises au point d'outils pour des diagnostics individuels et collectifs dans un environnement difficile? C'est ça le but. Les critères d'évaluation d'un test, ce sont ces critères portant sur les diagnostics individuels et les surveillances épidémiologiques, et tout ceci dans un environnement difficile. Il ne s'agit pas, a priori, de tests dans des laboratoires sophistiqués. Alors, est-ce que rapidité, puisque test diagnostic rapide, est-ce que c'est la caractéristique la plus importante pour un test dit de diagnostic? Alors, bien sûr, c'est toujours mieux que ce soit rapide, et surtout sur le terrain, avoir rapidement une solution, c'est vrai que c'est un bon critère. Mais c'est loin d'être le seul critère qui était envisagé. Il y a des critères inhérents au test lui-même. Bien sûr, comme tous les tests diagnostiques, le test doit être spécifique, on y reviendra assez peu, et sensible. Il faut qu'il réponde à la question posée, où est l'étiologie? L'intérêt, il est inhérent à des conditions d'utilisation. Ce sont des tests qui sont dans des zones difficiles où il n'y a pas besoin de personnel ultra spécialisé. Il faut qu'il soit accessible pratiquement à tous. Et deuxièmement, il ne faut pas qu'il nécessite de matériel très sophistiqué. Et si possible, qu'il puisse se dispenser de l'énergie électrique, si possible. Et puis, il y a des conditions inhérentes à l'environnement socioculturel et climatique. J'insiste bien sur socioculturel et climatique. Et, par exemple, il faut qu'ils soient accessibles, qu'on puisse les stocker,
qui soit une conservation correcte, qui soit stabilisée, et qui ait une bonne compliance dans la population où il vont être prescrits. On verra tout à l'heure que ces tests sont vendus dans certaines pharmacies et qu'on peut avoir sa réactivité face à un test sans aucune formation particulière. Et que, par exemple, il s'est posé le problème des négatifs. On achète le test, il est négatif, ben, a priori, ce n'est pas un bon test, entre guillemets. D'autre part, ils sont aussi et surtout inhérents à l'interprétation des résultats. Ces tests-là, a priori, sont des tests non médicalisés, qui sont à interpréter par des gens non formés, en tout cas sur le plan du diagnostic médical, et donc qui vont avoir à donner des résultats à des gens qui vont attendre quelque chose de ce test, en particulier dans les zones défavorisées. Alors, ces TDR, il y en a de plus en plus. Et j'ai codé 531 publications en 5 ans sur le test diagnostic rapide. C'est réellement le up-to-date, c'est la mode, pour être plus français. Ils sont promus par les organisations internationales. Et ce sont en particulier, leur utilisation s'étend comme une aide aux objectifs du millénaire en santé. Pour le paludisme, par exemple, dont mon confrère parlera beaucoup plus longuement et beaucoup plus précisément, dans les objectifs du millénaire, il est indiqué que le diagnostic du paludisme doit être amélioré par le test diagnostic rapide, pris en charge du reste par de grandes fondations comme la fondation Bill Gates. Ce sont des tests très, très encouragés actuellement. Ils ont 2 champs d'application. Le diagnostic individuel, avec en particulier la promotion de ces tests comme discriminant des fièvres et des diarrhées, des étiologies des fièvres et des diarrhées, et garant de l'optimisation thérapeutique. Si vous faites un diagnostic rapide sur le terrain, vous donnerez un bon médicament. C'est un schéma extrêmement théorique, car faut-il encore qu'il y ait sur le terrain, au moment d'un test, l'accès géographique et économique à la thérapeutique adéquate. Mais enfin, c'est le but, en tout cas au niveau des organismes internationaux. C'est aussi, bien sûr, ces tests sont utilisés dans l'évaluation et la surveillance épidémiologique. Ce sont des outils d'évaluation dans les grands programmes internationaux de lutte contre les grandes endémies classiques et les nouvelles émergences. Si on avait eu un test rapide pour Ebola, tout aurait sûrement été beaucoup mieux. Est-ce exact ? On sera amené à en discuter à la suite de l'exposé d'Omargueil. Alors, dans la littérature, je vous ai marqué les applications de tous ces tests. Alors, il y a les grands classiques, hein, c'est les TDR pour le paludisme, pour le sida, la tuberculose, les hépatites, les méningites, ce qui est intéressant, qui se développe de plus en plus, car dans la discrimination des fièvres, il est intéressant d'avoir le panel des TDR possibles. Il y a des tests plus récents, alors je les énumère très rapidement, la shigellose, je saute la bancroftose onchocerose, les bilharzioses, les leishmanioses, les trypanosomoses humaines et animales. Attention, ces tests peuvent être utiles dans le One Health, aussi bien en médecine vétérinaire que humaine. Et puis les amibiases et giardiases. Pour les émergences récentes, Ebola, dengue, chikungunya, choléra, grippe, les études sont de plus en plus poussées et bientôt on aura la possibilité de faire un diagnostic sur le terrain de toutes ces affections. En cours d'étude, alors avec des intérêts divers, la toxoplasmose, l'ulcère de Buruli, l'hélicobacter pylori et même pour la drépanocytose. On se demande un petit peu ce que le test diagnostic rapide vient faire dans ce domaine, mais il y a des études sur ce problème-là. Et puis, très intéressant, 2 nouveaux objectifs dédiés à ces tests. La surveillance des résistances aux antibiotiques, en particulier aux antituberculeux, et la détection des médicaments falsifiés. Ce sont 2 nouvelles voies du côté de la surveillance épidémiologique de ces phénomènes-là. Enfin, il y a des duotests, puisque pourquoi pas faire en une fois ce qu'on fait normalement en 2. Donc on va faire maintenant des tests HIV-syphilis, tuberculose HIV, tuberculose résistance à la rifampicine. Tous des tests dont on a entendu un peu parler hier, qui sont bien sûr, s'ils fonctionnent bien et à disposition, seront très intéressants. Je reviens sur les plus récents, en particulier la bancroftose.
La bankrotose est une filariose. Vous savez sans doute que c'est un des plus grands programmes internationaux de lutte lancés par l'OMS, qui va quand même concerner 1 milliard de personnes. On se lance dans l'éradication des filarioses de Bancroft et la possibilité, donc, avant de commencer ces programmes, de s'assurer de 3 outils. L'outil d'évaluation, où on en est, l'outil d'intervention, a-t-on des armes pour lutter contre l'affection qu'on veut voir disparaître, et troisièmement, des outils de contrôle des actions thérapeutiques, ou en tout cas de lutte. Eh bien, dans la Bancroftose, si ce programme a pu être lancé, c'est qu'il existait en termes de tests d'évaluation un IC test, un immunochromatographie test, qui permettent, en piquant au bout du doigt, de savoir si le malade était porteur ou non de microfilaire de Bancroft. Donc cette microfilaire qu'on cherchait avant la nuit, et ceux qui ont pu travailler sur ce sujet savent que c'est quand même pas très facile de faire de l'épidémiologie de nuit dans les villages, surtout en faisant des prélèvements de sang, eh bien, il y avait tout d'un coup sous la main un outil, un test de diagnostic rapide, qui a permis de lancer cette vaste opération internationale qui a commencé il y a 5 ans à peu près et qui devrait durer 15 ans, sur l'éradication de cette filaire de Bancroft. C'est le plus gros programme international de lutte contre une endémie. J'ai marqué onchocercose en dessous, puisque cet autre programme, portant encore sur les filarioses, qui est un grand programme d'éradication internationale, ce programme portait sur l'évaluation des effets de l'onchocercose traité, des effets du traitement sur l'onchocercose, et qui permettait de reconnaître dans la suite des programmes s'il existait ou non encore des reliquats de filaires dans le corps du sujet traité. Voilà donc en gros quelques éléments du panel de ces thèses dans la littérature. Alors les conclusions, c'est qu'il ne faut pas tout confondre. Et que premièrement, les tests en eux-mêmes, c'est prouvé dans de nombreux pays, sont de bons tests. C'est-à-dire que ce sont des tests techniques très intéressants et très bien mis au point. En tout cas pour la plupart d'entre eux. Ce sont des tests spécifiques. Alors on va voir prochainement qu'ils sont spécifiques dans le paludisme, pas forcément spécifiques de toutes les espèces, mais très spécifiques au moins paludisme. Et ils sont sensibles. Mais, dans cette conclusion globale, il faut savoir que ces tests, pour la plupart, pour la plus grande partie, ne sont pas quantitatifs. Vous répondez par oui ou non. J'ai ou je n'ai pas d'antigène palustre dans le sang. Voilà ce que permettent ces tests. Alors, il y a des limites de leur utilisation. Tout d'abord, l'interprétation non médicalisée. Ces tests sont dédiés au milieu rural, en tout cas aux zones défavorisées, la périphérie des grandes villes, les petites villes. Ils sont maintenant accessibles en pharmacie, donc on mélange un petit peu les genres. Et il y a des problèmes de compliance face aux résultats négatifs, mal acceptés. Ceci se retrouve dans quelques publications et est assez inquiétant dans la socioculture et l'acceptabilité d'un test dans une population et dans ce qu'on compte en faire. D'autre part, ces tests sont bien sûr voués à des contextes épidémiologiques complètement différents. On va parler beaucoup du paludisme. Il y a des zones où il y a une hyperendémie palustre, donc les gens sont continuellement impaludés. Est-ce que la fièvre dans un milieu comme ça est due au paludisme ou est-ce que ce sont des porteurs sains? On va sûrement en parler. Dans d'autres zones, en France, les internes de nuit ont des tests de diagnostic rapide du paludisme. Ils ne savent pas lire un frottis sanguin, ils ne savent pas lire une goutte épaisse, et ils dérangent le chef de clinique ou le patron pour, en plein milieu de la nuit, ne pas hésiter sur un diagnostic palu éventuellement mortel. Donc ils font un test, le test est positif, on traite et on voit le lendemain un travail plus précis, mais ça tranquillise tout le monde. Et c'est réellement un outil fait pour des incompétents. Hein, c'est fait pour des gens qui n'ont pas, d'enseignement particulier sur ces tests. Donc le problème de ces tests sur le plan de l'interprétation, c'est l'inadéquation entre ce qu'ils détectent et la relation bioclinique. Vous pouvez avoir un malade avec des antigènes, qui sont des antigènes parce qu'il est porteur sain d'un parasite ou d'une bactérie, voire d'un virus.
sans qu'il soit fébrile ou diarrhéique à cause de cet agent pathogène. Donc il ne fait que vous marquer la présence récente, passée, d'un agent pathogène. Donc il y a une inadéquation bioclinique et donc thérapeutique, puisque, souvenez-vous, ce test est dédié à améliorer la prescription d'un antibiotique, d'un antimalarique, etc., pour ne pas se tromper et pas traiter pour rien. Autre point limite dans l'étude de ces tests diagnostiques rapides, c'est que toutes les études de sensibilité, de spécificité de ces tests sont évaluées dans des zones, dans des laboratoires parfaitement équipés. Qui a un crédit de recherche pour travailler sur un test diagnostique rapide? Un laboratoire qui a pignon sur rue. Donc les évaluations sont faites en dehors du cadre d'utilisation. Ceci est capital. C'est-à-dire que ça, il n'y a rien à voir entre évaluer un test dans un laboratoire qui a tous les moyens et se trouver face à évaluer un résultat en zone rurale, périurbaine, sans médicalisation très fine. Donc ça, c'est un point important. Enfin, on n'en a pas parlé, mais s'il n'y a pas beaucoup de moyens diagnostiques dans les zones défavorisées, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers pour évaluer un diagnostic, développer un diagnostic biologique dans ces zones. Alors le coût de ces tests diagnostiques rapides, c'est vrai qu'il diminue, mais ce n'est quand même pas donné. En dehors de grands programmes internationaux, dont je parlais tout à l'heure, et où de grandes fondations internationales extrêmement riches se permettent de donner le test. Le fait de le donner du reste n'est pas forcément un critère de bonne utilisation. Alors, des études complémentaires sont en cours pour tous ces tests et ils se rapprochent du terrain. C'est leur conservation en milieu tropical rural, parce que ce sont des tests qui sont immunochromatographiques, biochimiques, qui sont susceptibles d'être transformés par le milieu ambiant. L'accessibilité in situ, c'est facile de les avoir en ville, mais est-ce qu'ils vont être à poste suffisamment longtemps, ou simplement en cas d'épidémie, ou est-ce qu'on va pouvoir les conserver dans les zones auxquelles ils sont destinés? Et puis enfin, tous ces tests, pour l'instant, tous les bons biologistes en connaissent les développements, en connaissent l'intérêt, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de formation sur l'utilisation de ces tests diagnostiques rapides dans les populations où ils vont être amenés à être distribués. Et ça, c'est un point sur lequel il faut insister. Il n'y a pas de formation adaptée à l'utilisation de ces tests. Donc, en résumé, de très bons tests spécifiques et sensibles, mais dont l'utilisation est extrêmement délicate. Je vous remercie et je passe la parole. Je me permets de passer la parole à mon confrère.